وإلى حين تحقق وقف العدوان والاستجابة للمطالب الفلسطينية المقاومة ستستمر في حماية شعبنا الفلسطيني مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. אנחנו הוכחנו בימים האחרונים שאין וגם לא תהיה שום חסינות למי שיורה על אזרחי ישראל. Bonjour à tous et bon réveil. Aujourd'hui marque le 50e jour de l'opération Bordure Protectrice, l'occasion de faire le bilan ensemble de cette opération, l'opération la plus longue qu'Israël ait dû mener face au Hamas. Quels objectifs ont été atteints? Où en sommes-nous aujourd'hui? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette édition spéciale. Mais d'abord, beaucoup de choses à retenir ce matin, à commencer par cette nouvelle salve de roquettes sur le centre et le sud du pays dès 6 heures. Une roquette a été interceptée au-dessus de Tel Aviv et une autre a touché une maison de plein fouet à Ashkelon. Cette nuit, Tsahal a frappé une tour de 13 étages à l'ouest de la ville de Gaza. Bilan 2 morts et une vingtaine de blessés. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, il s'agissait d'un des centres d'activité du Hamas qui servait également de QG de l'organisation islamiste. Et puis ouverture d'un nouveau front pour Tsahal. Hier, 2 missiles de type Katyusha ont été tirés depuis le Liban. On parle ce matin évidemment des négociations qui progressent selon le porte-parole du Hamas qui a indiqué des progrès, mais ajouté que la balle était cette fois dans le camp israélien. Au Caire également, on semble attendre la réponse du gouvernement israélien. Selon la proposition égyptienne, Israël devra ouvrir ses points de passage. Et puis je vous le disais, attention à la frontière du Liban. 2 missiles de type Katyusha ont été tirés depuis le Liban sur Israël hier. La 2e fois en quelques jours, puisque samedi dernier, d'autres roquettes ont été lancées depuis la Syrie et le Liban sur la Haute-Galilée. Voilà, j'accueille sur ce plateau Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour, merci d'être avec nous. Raphaël Yerushalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Et puis Cyril Lamarque, qu'on a l'habitude de voir maintenant tous les matins. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vous le disais, c'est donc le 50e jour de cette opération Bordure Protectrice et l'occasion de faire un bilan. Emmanuel Navon, 50 jours après le début de l'opération, est-ce que vous auriez pensé qu'on en serait là dès le début? Je pense que personne n'avait prévu une opération aussi longue. Elle est bien entendu beaucoup plus longue que les 2 précédentes opérations militaires qu'Israël a dû mener à Gaza depuis son retrait de 2005, beaucoup plus longue que l'opération Plan Durci de 2008-2009, beaucoup plus longue que l'opération de l'opération Pilier de défense en 2012, fin 2012. Et surtout, je pense qu'on ne s'attendait pas à la portée des missiles détenus par le Hamas, à l'étendue de ces tunnels souterrains d'agression qui ont été construits par le Hamas, et surtout la question de la stratégie. Il y a eu de nombreux débats en Israël sur la stratégie à adopter. Fallait-il une opération terrestre de grande envergure pour mettre fin au régime du Hamas ou pas? On a vu donc le temps qui a été long, une stratégie qui n'a pas été claire, et surtout il va falloir voir maintenant quels vont être les termes d'un éventuel cessez-le-feu dont on continue de parler, mais qui n'a toujours pas été conclu. Bien sûr, Raphaël Yerushalmi, on a vu ce matin une nouvelle salve de roquettes dans le centre et dans le sud du pays. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'étendue des forces du Hamas aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire qu'après 50 jours de combat, nous n'avons pas déstabilisé le Hamas. Nous en sommes au 50e jour, presque comme au premier jour, sur le plan de la puissance de tir, de la portée. Nous avons probablement supprimé la menace des tunnels. Mais aujourd'hui, ce matin à Ashdod, il y a eu un tir direct sur un immeuble. C'est un pur miracle qu'il n'y a pas une dizaine de morts au moins ce matin. Et donc là,
il y a une question que le gouvernement doit se poser de toute urgence. Il doit choisir une stratégie militaire immédiate. On l'a dit depuis le début, le dôme de fer, c'est 90% de succès. Ça fait 50 jours que ça dure. Statistiquement, nous allons vers... nous avons perdu un petit garçon il y a 2-3 jours. Nous allons vers des victimes civiles à la statistique. Donc, le moment est venu, je pense, pour M. Netanyahou et le gouvernement de prendre une décision ferme sur le plan militaire. Une décision ferme, c'est pour vous une nouvelle incursion terrestre? Bien sûr. Le choix n'est plus... ce n'est même plus un dilemme. Oui, mais pourtant, on en est très loin aujourd'hui. On parle depuis hier soir d'avancer dans le cessez-le-feu. Pour la première fois, beaucoup de personnes se sont exprimées sur le sérieux de cette proposition égyptienne et sur le fait qu'il y ait réellement des progrès. Vous pensez que c'est sérieux cette fois? Il faut bien comprendre que même si on se dirige vers un cessez-le-feu, cela ne signifiera pas que le problème sera résolu. Et l'expérience prouve que tous les cessez-le-feu précédents ont tenu un certain moment, puis ont été violés par le Hamas, qui a utilisé le temps qui lui a été donné pour se réarmer. Donc il faut bien comprendre qu'un cessez-le-feu, cela ne signifie pas la solution du problème vis-à-vis du Hamas. Un cessez-le-feu, c'est pour gagner du temps. Mais encore une fois, comme l'a dit Raphaël Yerushalmi, une opération terrestre sera inévitable si le Hamas reste au pouvoir, parce que le Hamas continuera sa stratégie avec ses soutiens internationaux. Donc quel est lieu maintenant, avant même le cessez-le-feu, ou quel est lieu dans 1 an, dans 2 ans, après qu'un actuel cessez-le-feu sera conclu, si le Hamas reste en place, et s'il continue de bénéficier du soutien financier du Qatar, du soutien militaire de l'Iran, du soutien diplomatique de la Turquie, on voit difficilement comment le scénario qui ne cesse de se répéter depuis 2005 cessera miraculeusement de ne pas se répéter dans le futur. Mais pourtant, le gouvernement et Tsahal l'ont répété, éliminer le Hamas complètement, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour eux, parce que c'est possible, c'est faisable. Ça voudrait dire réoccuper la bande de Gaza. Il y a des calculs politiques qui viennent après, ne pas affaiblir Abou Mazen, mais sur le plan technique, c'est faisable. Ça requiert une opération de grande envergure, avec un prix élevé en vie humaine des 2 côtés, malheureusement. C'est la guerre, mais c'est faisable. La question est de savoir à quoi nous sert le Hamas. Si l'on prend l'exemple d'aujourd'hui, je crois que c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, Abou Mazen va se rendre à l'ONU pour une annonce spectaculaire ayant trait à un État palestinien. La moindre des choses, si les Palestiniens étaient synchronisés, c'est que le Hamas aujourd'hui ne tire pas sur Israël. Or, le Hamas tire sur Israël, et ce n'est pas pour marquer le point pour Abou Mazen. C'est-à-dire que le Hamas fait absolument ce qu'il veut, indépendamment de l'autorité palestinienne. Donc il faut, selon vous, faire tomber le Hamas aujourd'hui ? Je pense que oui, c'est un danger pour le processus de paix lui-même. Ça freine toute négociation possible avec Abou Mazen, par exemple. Mais Raphaël Yerushalmi, beaucoup de gens s'inquiètent aussi de qui viendra à la place du Hamas, et notamment l'État islamique, qui est quand même au bord des frontières d'Israël, en Syrie et en Irak. Vous pensez que ce n'est pas justement un danger encore plus dangereux que le Hamas aujourd'hui pour Israël ? Vous savez, nous avons le choix dans cette région entre de mauvais choix et entre des organisations extrémistes à différents niveaux. Il est difficile d'imaginer pire que le Hamas. La différence entre le Hamas et l'État islamique du Levant n'est pas une tellement grande différence. Mais il faut bien comprendre que justement parce que cette menace existe, justement parce que la menace de l'État islamique du Levant est en train de s'étendre, en dépit des attaques aériennes américaines, en train de s'étendre en Irak, en train de s'étendre en Syrie, et vise maintenant la Jordanie. L'idée même, justement, comme le propose maintenant Mahmoud Abbas, qui va aller à l'ONU, d'un retrait israélien unilatéral de Judée-Samarie qui répéterait le scénario de 2005, ce serait créer un vide dans lequel rentreraient les forces de l'État islamique. Donc c'est une aberration. Je veux dire par là que justement parce qu'il y a cette menace du Hamas, des forces de l'État islamique, c'est à Israël de rester vigilant et de ne pas créer les conditions dans lesquelles ces forces extrémistes pourraient se rapprocher
de la population israélienne aux alentours de Tel Aviv. Je vous rappelle qu'il y a une distance de 15 km entre la ligne verte et le centre de population de Tel Aviv et du nord de Tel Aviv. Alors on va tout de suite rejoindre Mathias Inbar, si vous me le permettez, qui se trouve à Ashkelon, là où une roquette a frappé de plein fouet une maison. On vous rejoint, Mathias Inbar. Quel est l'état des lieux sur place ? Bien, l'état d'esprit tout d'abord des habitants, ils sont complètement excédés parce qu'ils n'ont eu à peine que 10 secondes selon les témoignages sur place pour se protéger. Et vous allez le voir dans quelques instants, l'état de cette maison. Cette maison est complètement détruite et les habitants se trouvaient à l'intérieur. Et finalement, le maître mot de ce matin, c'est un miracle. Miracle tout simplement parce qu'ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner à l'extrémité de la maison et la roquette a touché l'autre extrémité. Et ils se sont quasiment même pas rendus compte parce qu'ils ont couru dans l'abri de confinement avant de s'apercevoir des dégâts. Là où je me trouve, eh bien, le toit menace à tout moment de s'écrouler. Je vais demander à mon caméraman Daniel de venir vous montrer exactement eh bien, l'état des dégâts. Vous allez le voir, c'est eh bien, la chambre qui était mitoyenne de la chambre de confinement. Vous voyez, il ne reste quasiment plus rien. Il y a un trou béant. L'état du Grad qui est parti du nord de la bande de Gaza et qui s'est écrasé de plein fouet dans cette maison. Vous voyez ici la télé qui est complètement, eh bien, Nitkou. Mathias Inbar, vous êtes avec nous ? Ouais. Non, on a un petit problème de liaison. On viendra vers Mathias Inbar, notre envoyé spécial, un petit peu plus tard, qui sera toujours à Ashkelon. On a vu cette image des maisons. Aujourd'hui, beaucoup de critiques vont à l'encontre du Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui n'a pas su, en tout cas selon certaines voix, prendre des décisions au bon moment. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? D'abord, je pense qu'il ne faut pas exagérer avec ces critiques. Comme vous le savez, je me suis fixé comme principe pendant la guerre de ne pas critiquer directement le Premier ministre. Et je pense que les décisions à prendre ne sont pas faciles. Mais ce qui est vrai d'un autre côté, c'est qu'après 50 jours d'opération, quand on voit ce qui s'est passé ce matin, c'est effectivement un miracle qu'il n'y a pas eu de tués, mais un missile qui tombe directement sur une maison, cela signifie quoi ? Cela signifie qu'après 50 jours d'opération, où il n'y a eu qu'une intervention terrestre limitée et essentiellement des opérations aérienne, ce n'est pas comme ça qu'on met fin aux menaces du Hamas. Et que par conséquent, au bout du compte, la question de savoir si oui ou non le Premier ministre aurait dû ordonner une opération terrestre d'envergure, il a un soutien dans son gouvernement pour une telle opération. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord. Son cabinet de sécurité est divisé, on le sait, mais c'est quand même lui le Premier ministre. Et il est possible que le fait qu'une opération terrestre d'envergure n'ait pas été décidée ait été une erreur. En tout cas, c'est la critique qui commence à se faire entendre. Et je crois qu'après 50 jours où on a encore ce genre d'attaque sur une zone civile israélienne avec une catastrophe qui a été évitée par miracle, c'est une affirmation vis-à-vis du Premier ministre qui va commencer à se faire entendre de plus en plus fort, je pense. Alors, Manuel Lavonne, pas d'opération terrestre, mais bien une opération aérienne. On va rejoindre Mathias Inbar. Mathias, vous êtes toujours à Ashkelon, près de la maison qui a été frappée de plein fouet. Ce n'est malheureusement pas la seule roquette qui a frappé le sol israélien ce matin. Des frappes également aériennes ont touché la ville de Gaza et un immeuble de 13 étages s'est effondré, Mathias. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette maison et vous montrer ce projectile. Ce projectile fait partie vous savez, de ce recouvrement des canals d'eau qui se trouve enfoui. Il a tout simplement voltigé à une vitesse, selon les secouristes, de 80 km/h. Et s'il y avait des enfants ou quelques personnes que ce soit eh bien, dans les environs, vous imaginez que ce projectile lancé à 80 km/h aurait fait d'énormes dégâts. Voilà pour ce qui est de cette maison. En entendant, eh bien, effectivement, autour de 6h30, 6h32 précisément, une salve de roquettes, une pluie de roquettes sur le sud du pays, mais pas seulement sur le centre, également la région de Tel Aviv. J'imagine que vous, au studio, vous avez entendu très clairement
ces sirènes. Et oui, des frappes israéliennes dans la ville de Gaza City même, ce que l'on appelle la tour d'Italie, une tour de 14 étages qui a été visée parce que tout simplement il y a certes des maisons, mais à l'intérieur il y a des bureaux, et à l'intérieur de ces bureaux officient des responsables, des hauts responsables du Hamas. Voilà pourquoi cette tour a été frappée, et je dois vous dire qu'il y a eu cette stratégie israélienne, c'est d'avertir avant de frapper. Un premier missile a été tiré en amont pour avertir les civils de quitter la zone, et une fois que les civils avaient quitté la zone, la tour a été frappée et donc complètement détruite. Voilà pour ce qui est de ce matin. Si le Hamas parle aujourd'hui de cessez-le-feu, d'abord il faudrait de leur côté que le cessez-le-feu soit entériné, parce que pour l'instant je peux vous dire que les habitants ici sont carrément excédés, parce que vous le savez, dans quelques jours commence la rentrée scolaire, et ici personne, mais vraiment personne, ne va envoyer leurs enfants à l'école. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces précisions. On vous retrouvera tout au long de cette matinée. Je me tourne à présent vers vous, Cyril Amar. On va faire le tour de l'horizon de l'actualité dans la presse arabe et israélienne. Et puis au 50e jour de l'opération justement Bordure Protectrice, les journaux israéliens ont dressé un bilan provisoire de la confrontation avec le Hamas. Ouais, 50, c'est le chiffre qui revient à la une ce matin de tous les quotidiens israéliens et palestiniens. 50 jours de combat, c'est donc le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. L'heure du bilan provisoire, certes, que dresse ce matin le journal gratuit proche du pouvoir Israël Hayom. En 50 jours, l'armée israélienne, vous allez le voir, a visé 5085 cibles du Hamas, dont 478 rampes de lancement, et 80 000, c'est donc le chiffre, le nombre de réservistes rappelés pour l'opération depuis le début de l'opération Bordure Protectrice le 8 juillet dernier. Mais pour la grande plume du journal Dan Margalit, pas question de dresser un bilan avant la fin des hostilités. De la même manière qu'un médecin responsable ne fait pas de pronostic médical pendant le traitement, Israël doit attendre à la fin de la guerre pour dresser un bilan sérieux et définitif de cette opération. 50 jours donc, 50 jours de pilonnage, de guerre d'usure et encore beaucoup de questions. Écrit de son côté l'expert militaire du même journal, Yoav Limor, qui estime que l'opération Bordure Protectrice aura été un échec si les hostilités devaient reprendre rapidement après un cessez-le-feu, mais qu'elle aurait été un succès si les localités frontalières de la bande de Gaza devaient retrouver pour longtemps une sécurité donc durable. Et oui, des résultats variables, donc tout comme la popularité du Premier ministre. On va en parler dans un instant durant l'opération, Cyril. Et oui, c'est le quotidien israélien en langue anglaise, The Jerusalem Post, qui se fait ce matin le relais d'un sondage rendu public hier soir par Arutz Time, la deuxième chaîne de télévision israélienne. Une enquête d'opinion, vous allez voir, qui fait apparaître une chute vertigineuse dans la cote de popularité du Premier ministre israélien. Tenez-vous bien, un Israélien sur deux se dit insatisfait de la manière dont le chef du gouvernement conduit les opérations, contre 38% seulement de personnes interrogées qui se disent, elles, satisfaites. Pour rappel, au lancement de l'opération terrestre, le 23 juillet dernier, la cote de popularité de Netanyahou était au plus haut. C'était un score de 82% qui avait été atteint par le chef du gouvernement israélien. Et parallèlement aux hostilités, les efforts de trêve, on sait, se poursuivent au Caire. Et vous allez le voir sur cette une du quotidien Israël Hayom, c'est à Ashdod ce débris de roquette qui tombe sur un centre commercial et qui par miracle ne fait ni dégâts, des dégâts oui évidemment, mais pas de blessés. Et si les tirs se poursuivent, on est en plein tâtonnement diplomatique, titre le journal en une. Les factions palestiniennes semblent souhaiter revenir à la table des pourparlers au Caire. Israël de son côté, on le sait, refuse de négocier sous les bombes, mais selon l'agence de presse palestinienne Maran, l'État hébreu serait en train d'étudier l'offre de trêve égyptienne. Et toujours sur le site de Man, vous allez le voir, le chef de la délégation palestinienne au Caire, Azam Al-Ahmed, nous fait une révélation intéressante. Le 20 août dernier, nous dit-il, alors qu'Israël et les Palestiniens s'apprêtaient à signer la trêve, une main invisible, qu'Ahmed croit être celle du Qatar évidemment, cette main aurait empêché la conclusion d'un accord de cessez-le-feu. Au dernier moment, Meshal a dit non, nous dit le négociateur en chef. Tout le monde attend donc le feu vert de Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas. Et selon l'expert militaire du Haaretz, Amos Harel, Khaled Meshal n'est pas prêt de se laisser convaincre. Merci beaucoup Cyril Amar. J'aimerais justement revenir sur ces chiffres. 38% de soutien à Netanyahou aujourd'hui contre 82% au début de l'opération. Votre réaction sur cette perte, 44%? Je pense que c'est la conséquence directe du fait que la guerre continue et qu'il n'y a pas toujours de résultats clairs, de victoires claires. Au début de l'opération, effectivement,
Le Premier ministre bénéficie d'un soutien très large de la population, d'abord parce qu'il s'agissait d'une guerre complètement justifiée de défense et que là-dessus il y avait un bloc national complet autour du Premier ministre. Je pense aussi que les Israéliens dans leur majorité appréciaient le fait que le Premier ministre, au début de l'opération, menait l'opération de façon modérée, de façon sérieuse, mais on voit bien aujourd'hui effectivement Il reproche un manque justement que de justement décision. aujourd'hui le Premier ministre n'est ni allé en direction d'un cessez-le-feu, ni la direction de la gauche qui proposait tout de suite un cessez-le-feu dans n'importe quelle condition, ni celle plutôt de la droite qui parlait d'une opération d'envergure terrestre. Et le Premier ministre n'a tranché ni d'un côté ni de l'autre, avec des résultats que l'on sait, et je pense que cela explique la chute de sa popularité au sein du public. Et Léonard, on a quelques jours seulement du décès du petit Daniel. Le sondage a très certainement été réalisé à la fin du week-end, en début de semaine, qui affecte aussi. Et puis on se rappelle aussi du discours du chef d'état-major Benny Gantz qui avait rappelé les habitants du Sud à retrouver leur domicile, etc. C'est une décision qui a été mal perçue par l'opinion publique israélienne. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur les conditions du cessez-le-feu, les conditions de la proposition égyptienne Raphaël Yerushalmi. On parle d'ouverture des points de passage contre un mois de trêve et de l'agrandissement de la zone de pêche. Ça vous paraît acceptable pour Israël ? Ça ne me paraît pas inacceptable, non. Je pense que c'est tout à fait faisable. Le passage principal étant vers l'Égypte, le problème principal sera celui de l'Égypte, Rafia. L'arrondissement de la zone de pêche, c'est pas du tout un problème sur le plan technique pour la marine de surveiller un peu plus d'eau. Surtout qu'il y a un problème assez grave. Cette histoire d'agrandissement de la zone de pêche, c'est un problème depuis de longues années entre les pêcheurs égyptiens et les pêcheurs palestiniens, qui vont l'un chez les autres parce qu'il n'y a malheureusement plus assez de poissons dans les eaux. Et il y a tout le temps des problèmes avec ça. Et Tzahal est le pacificateur entre les pêcheurs égyptiens et palestiniens. Donc la marine a l'habitude de ce travail. Je pense que ces revendications, à moi, me paraissent raisonnables. On peut s'arranger pour avoir un contrôle des marchandises qui passent dans les passages. Le problème, c'est que ce sont des revendications préliminaires et qu'au bout d'un mois viendront les vraies revendications du Hamas. Alors, donner cet accord maintenant sans savoir ce qui va se passer après, et ensuite de nouveau fermer Rafia ou empêcher les pêcheurs de pêcher, ça serait même cruel, je dirais, par rapport aux Palestiniens. Puis la direction politique du Hamas reste intraitable sur l'ouverture d'un port en Méditerranée puis d'un aéroport international. Ça, les vraies revendications, la levée totale du blocus. Mais selon la proposition égyptienne dont on parle depuis hier soir, il se pourrait qu'il y ait justement un document de cessez-le-feu qui ne prendrait pas en compte ces demandes, en tout cas dans un premier temps, pour cette trêve de un mois. Alors, juste une question sur les objectifs de cette opération, parce qu'on parle beaucoup des objectifs qui n'ont peut-être pas réellement été définis. Est-ce que, selon vous, on a atteint les objectifs que le gouvernement s'était fixés au début de l'opération ? Alors, on n'a pas atteint les objectifs. Et deux, à l'envers de votre question, il y avait un objectif. Il y a toujours dès le départ, M. Netanyahu a dit, l'autre objectif, c'est cessation des tirs. C'était même avant les tunnels, avant toutes les surprises. Il a dit cessation des tirs de Gaza vers Israël. Ça c'était l'objectif très simple, très clair, qui n'a pas été atteint. Nous avons depuis perdu complètement l'initiative. Sur le terrain, militairement, on a perdu l'initiative. C'est le Hamas qui décide quand tirer, où tirer, combien tirer. Sur le plan politique, l'initiative, ça fait longtemps qu'on l'a perdu. Ce sont les Égyptiens, le Qatar, les Américains. Enfin, Israël ne vient avec rien. Ce qui devient dangereux dans la statistique du soutien au gouvernement, réfléchissez aux soldats, qui sont aussi des civils israéliens. Ah oui, les soldats, justement, quel va être le prix politique à payer Emmanuel Navon pour cet échec, pour ce non-retour au calme ? C'est clair que, d'abord, si on se dirige, imaginons qu'on se dirige vers un cessez-le-feu dans les prochains jours, avec une partie seulement des exigences du Hamas et une poursuite des négociations. Et là, quand les négociations vont se poursuivre, le Hamas va venir avec de nouvelles exigences sur le port international, sur l'aéroport, etc. Et là, c'est sûr
que les différents partis politiques, les différents chefs de partis politiques au sein du gouvernement vont commencer à tirer leur couteau, comme on dit. Il est très clair qu'après une opération militaire aussi longue, avec des résultats aussi, pour le dire de façon modérée, mitigés, avec une année scolaire qui doit commencer dans quelques jours, et où les gens ne vont pas envoyer leurs enfants à l'école, c'est clair qu'on se dirige vers une situation politique très fragile, où le Premier ministre va devoir rendre des comptes, où son statut même va être menacé. Et je pense qu'il est très clair qu'après l'opération actuelle, on va se diriger vers une situation politique instable. Une solution politique instable, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le gouvernement israélien s'est bien rendu compte que la seule solution, c'était justement de parler avec un interlocuteur palestinien, avec Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne, et c'est ça finalement la vraie conclusion de cette opération? Non, je pense que la conclusion est inverse. La conclusion est inverse dans la mesure où c'est justement ce soi-disant dialogue avec Hamas qui nous a mené à la situation où on se trouve aujourd'hui. Pas avec le Hamas, avec l'autorité palestinienne. Absolument, mais lui c'est allié au Hamas, je vous rappelle. Après avoir fait échouer... D'autres vous diront que c'est l'impasse du dialogue. Parce qu'Abbas a tout fait pour empêcher que le dialogue n'aboutisse. C'est pas justement Israël qui a renforcé peut-être le Hamas en ne donnant pas une chance aux négociations? Israël a donné une chance aux négociations. Je vous rappelle que pendant 4 ans, Abbas a refusé de rencontrer Netanyahou entre 2009 et 2013. C'est uniquement sous la pression américaine qu'il a accepté de reprendre des négociations que lui-même avait rejetées pendant 4 ans. Et que pendant ces 9 mois de négociations, il a montré une position complètement radicale, a refusé d'avoir une conversation sérieuse sur les sujets de fond, a tenu des positions extrêmement intransigeantes sur la question des réfugiés, sur la reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif, et a uniquement utilisé ces négociations comme prétexte pour libérer des terroristes. Une fois qu'ils ont été libérés, il a mis fin aux négociations et a signé un accord avec le Hamas. Donc c'est justement ces négociations qui nous ont menés à la situation où on se trouve aujourd'hui. Raphaël Yerushalmi, c'est sûrement pas le dernier conflit que nous aurons avec le Hamas. Ça n'en a pas l'air, effectivement. Je pense que c'est très mauvais sur le plan militaire, parce que si aujourd'hui ou demain matin le gouvernement donne l'ordre d'une entrée terrestre dans Gaza, il y aura un problème, une hésitation de l'armée et des troupes, surtout des soldats. Combien de temps aurons-nous avant que le gouvernement nous demande de rentrer? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une perte de confiance carrément entre le militaire et le politique en Israël. On ne va pas parler du haut commandement qui, lui, va obéir au gouvernement selon le processus démocratique, mais notre armée, c'est l'armée du peuple. Nous parlons de dizaines de milliers de réservistes dont on a vu donc l'opinion aujourd'hui. Ils n'ont pas confiance dans celui qui va leur donner l'ordre d'avancer ou de reculer. Okay, merci beaucoup Raphaël Yerushalmi, merci Manuel Navon et Cyril Amar d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette première partie. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on revient dans une dizaine de minutes, mais avant, un journal. Bonjour à tous, suite de cette édition spéciale consacrée au 50e jour de l'opération Bordure Protectrice. J'accueille sur ce plateau Avi Kadosh, bonjour. Vous êtes habitant du kibboutz Niram frontalier avec la bande de Gaza, également au comité de gestion des deux kibboutz Nachal Oz et Niram qui ont été victimes de nombreux obus de mortier ces derniers jours. Betsabé Salem également, bonjour. On va commencer avec vous et on va voir comment les médias internationaux continuent à couvrir le conflit. Et on a l'impression qu'ils sont un petit peu à court d'idées, Éléonore, à l'image des deux camps. D'ailleurs, regardez le titre de Washington Post. Israël et le Hamas semblent avoir épuisé leurs idées, pas leurs bombes. L'article nous explique ainsi que les deux parties s'enlisent dans une guerre d'usure disproportionnée, une guerre qui pourrait durer des semaines ou même plus. Alors le Washington Post évoque ces rumeurs de cessez-le-feu imminent sans vraiment être dupe, puisque et le Hamas et Israël veulent sortir du conflit
vainqueur. Conséquence, les populations en pâtissent. C'est parfaits exemples de cette disproportion annoncée par le journal évoqué plus tôt. Alors d'un côté, les avertissements des applications smartphone en Israël quand une alarme s'enclenche. De l'autre, ces Palestiniens amassés, regardez, suppliant le garde de les laisser passer en Égypte. D'un côté, des localités israéliennes à la frontière de Gaza qui sont devenues des localités fantômes. De l'autre, un quart de la population gazaoui qui a été déplacée. D'un côté, un arsenal militaire israélien sans arrêt réapprovisionné par les États-Unis. De l'autre, si le Hamas continue à ce rythme d'une centaine de roquettes par jour, eh bien dans un mois, il n'aura plus rien. La question que je me pose, le quotidien entend-il vraiment disproportion ou injustice? Et ces frappes qui ont touché la tour italienne à Gaza, c'est CNN qui s'est penché dessus, c'est la deuxième tour résidentielle qui est frappée par Tsahal ces derniers jours à Gaza. Et puis ces autres frappes, ces tirs des sites de lancement et de roquettes, des stocks de roquettes situés à proximité d'installations civiles, qui plus est dans le camp de réfugiés d'Al-Shati. Tsahal a prévenu la population qu'il fallait évacuer les lieux. On ne sait pas s'il y a des victimes, mais qui dit frappe israélienne dit souvent victimes civiles. À Gaza, direction Londres, à présent, en une semaine, eh bien, ces frappes dites mortelles, justement, israéliennes, ont fait au moins 112 Palestiniens tués, écrit le Guardian, tandis que l'Égypte a proposé un nouveau cessez-le-feu qui aurait offert à ce territoire refermé sur lui-même l'ouverture de points de passage clés. Deux informations dans la même phrase, Eleonore suggérant bien évidemment qu'Israël avait l'opportunité de s'arrêter de tuer, entendez, pour laisser respirer l'enclave, mais qu'il en a décidé autrement. Est-ce que ce matin on parle de la trêve ? Alors, léger manque d'optimisme, bien sûr, c'est à peine si les journaux en parlent. D'ailleurs, le Nouvel Obs a tout à coup, elle a juste repris en fait une dépêche de l'AFP, regardez, avec ces efforts qui seraient en cours de la part du Hamas. Aussi, à en croire l'agence France Presse, d'ailleurs il en a fait des efforts ce matin, vous avez entendu le nombre de roquettes qui ont plu sur le pays, mais qui semblent d'autant plus vains que le gouvernement israélien a réaffirmé qu'il ne négocierait pas sous les bombes. Pas non plus d'espoir de l'étranger non plus. En Italie, la Stampa qui annonce qu'hier il a plu un nombre record de roquettes sur Israël. Le quotidien italien qui rapporte en plus 7 roquettes tirées depuis le Liban et cet impact sur Israël avec le gouverneur de la Banque centrale d'Israël qui a réduit pour la deuxième fois en un mois le taux d'intérêt en Israël. Et puis je finirai sur le New York Times qui signe un reportage en entendant nulle part où aller ou courir plutôt pour les athlètes de Gaza et particulièrement Nader Al-Masri qui est un coureur olympique de marathon. Alors le reporter du New York Times a cherché la maison du coureur. Il n'a pas trouvé, la rue était pleine en fait de débris. Il a retrouvé le coureur en fait dans une école transformée en abri par les Nations Unies. Il a perdu la plupart de ses médailles, il a perdu la plupart de ses vêtements et surtout il n'a plus de chaussures de sport. Alors bien sûr, il n'a pas couru depuis le début de l'opération. Il n'a ni chaussures de sport ni douche, il explique, dans cette école abri. Donc bien sûr, il tire un trait sur sa carrière pour les mois qui viennent. Merci beaucoup Bessabé Salem. Avi Kadosh, qu'est-ce que vous pensez des Israéliens qui se plaignent de la disproportion dans la couverture du conflit? Disproportion, dans quel sens? Dans le sens, on couvre plus là où il y a le plus de morts, donc à Gaza, dans la bande de Gaza. Écoutez, moi personnellement, je peux penser à ce qui nous arrive et je suis sur la frontière et ma famille est sur la frontière et nous souffrons de tous ces dégâts, de toute cette ambiance qui ne cesse pas. Mais en tant qu'humains, nous sommes obligés de penser aussi, de ne pas oublier l'autre côté de la frontière, les Palestiniens. Je ne pense pas que ce serait logique ou humain de parler de tout le peuple palestinien en tant qu'ennemi et qui est étiqueté comme le Hamas qui veut, à 1 million de personnes qui veut nous liquider. Et c'est peut-être possible que ce soit la réalité. Mais je dois me laisser un petit espoir pour une paix. Parce que sans paix, on peut continuer une guerre
La France était arrivée à une guerre de 100 ans avec l'Angleterre, on peut arriver à une guerre beaucoup plus longue. La paix, on va en reparler, mais d'abord, on va s'intéresser à ces armes meurtrières, ces obus de mortier qui ont touché d'ailleurs les kibboutz de Nahal Oz et de Niram à plusieurs reprises, avec la mort, cette tragédie vendredi dernier, la mort d'un petit garçon, la première victime d'un enfant côté israélien. Les obus de mortier semblent désormais être devenus la réelle arme, stratégie du Hamas. Alors, quels moyens Israël peut utiliser pour s'en protéger? Élément de réponse dans ce sujet, signé Leslie Herzog. Un enfant de 4 ans tué et plusieurs blessés, tous victimes d'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces des organisations terroristes palestiniennes, les tirs de mortier. Depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, pas moins de 9 civils et 3 soldats ont été tués. Israël mise davantage sur les moyens de se défendre contre des missiles longue portée, missiles iraniens ou roquettes du Hezbollah. Mais contre les mortiers, aucune solution n'existe, ni pour avertir la population, ni pour les intercepter. Je pense que l'État met toutes ses capacités en œuvre pour lutter contre les tirs de missiles. Le seul chaînon manquant, c'est les mortiers, et on va s'en occuper aussi. Écoles, zones habitées, les obus de mortier sont une menace partout en Israël. Ils sont aussi tirés sur les forces de Tzal rassemblées près de la frontière. Contre eux, le dôme de fer est inefficace car il vise les missiles d'une portée supérieure à 7 km. À la recherche de solutions, plusieurs options sont envisagées. Le canon Vulcan qui peut tirer 6000 coups à la minute. Il n'est pas utilisé pour le moment car il est mauvais pour l'environnement et ne peut être utilisé que dans une zone de protection restreinte. Seconde option, le rayon laser Nautilus, mais il dégage des substances chimiques et consomme trop d'essence. Enfin, le rayon de fer est une technologie laser qui explose l'obus dans les airs. Il doit encore être amélioré. Il y a d'autres systèmes semblables en développement dans le monde, en Europe et en Amérique. Ce n'est pas encore opérationnel, loin de là, d'après ce que je comprends. Pour les alertes, l'industrie aérospatiale israélienne développe un système mobile semblable à l'alerte rouge. Cette solution sert surtout à alerter des tirs d'obus. Même si l'alerte est de courte durée, si les gens ont le temps de se coucher à terre, ça réduit déjà largement l'efficacité de ce mortier. Les experts espèrent trouver une solution durable dans les 2 ans à venir. Voilà, Avi Kadosh, vous êtes un habitant de Niram, vous êtes également au comité de gestion des kibboutz Niram et Nahal Oz et Givim. Vous, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez décidé de rester dans ce kibboutz qui est souvent ciblé par des tirs d'obus de mortier. Pourquoi? On ne décide pas de rester, on reste. S'il y a une décision, c'est d'aider les personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans le kibbutz à sortir, à s'éloigner, à trouver un autre endroit où ils peuvent vivre. Mais la décision n'est pas « je reste ». La décision est « est-ce que je sors ou est-ce que j'aide les autres à s'éloigner ». Mais vous comprenez le choix de ceux qui ont décidé de partir? Absolument, absolument. Je ne me vois pas du tout regarder les personnes qui s'éloignent en tant que... je dirais même pas, j'ose même pas dire le mot peur ou... Non, d'abord s'ils ont peur, je pense que c'est très humain. Et moi, personnellement, j'ai peur aussi pour eux. Je pense que notre responsabilité en tant que directeur de ces collectivités est de leur dire « vous êtes en danger, ne restez pas ici, les enfants, c'est quasiment obligatoire ». Mais on ne parle pas seulement d'enfants, il y a aussi des adultes qui ont peur. Et je pense qu'il est meilleur pour eux de s'éloigner. Ils sont nombreux à Niram, ils sont nombreux à avoir décidé de partir, à être partis. Oui, on a eu, en fait, les 4 premières semaines, la grande majorité de la population de ces mêmes kibbutz, Niram et Nahal Oz, s'était éloignée du kibbutz. Et malheureusement, il y a une dizaine de jours à peu près, lorsqu'on nous avait annoncé le calme qui arrivait, nous avons pris la même responsabilité. On a annoncé à la population qu'on se remet en marche et que la vie quotidienne recommencerait le dimanche dernier. Et
quand on dit on remet tout en marche, ça comprend aussi le cadre d'éducation pour les enfants, les maternelles, etc. C'est peut-être l'expression la plus symbolique. Lorsqu'on ouvre les maisons d'enfants, c'est le plus symbolique de la vie quotidienne. Si les enfants s'y trouvent, ça veut dire qu'on vit réellement. Malheureusement, le même jour, les roquettes ont recommencé à tirer. Et en fait, ces derniers jours, nous avons renvoyé ces personnes en dehors du kibbutz. Alors justement, le gouvernement, il y a quelques jours, a enfin décidé d'aider, de venir en aide et de dire qu'ils apporteraient leur aide à ceux qui décident de quitter ces kibbutz frontaliers avec la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut dire que la mort du jeune Daniel Tregerman a été un tournant, justement ? Je ne sais pas. Et le gouvernement... je ne veux pas critiquer le gouvernement fait ce qu'il peut, il fait des erreurs, et il y a beaucoup d'erreurs, mais ils savent nous écouter, ils savent étudier les problèmes, et ils essayent de trouver des solutions. Mais en fait, les réelles solutions, et elles tombent en fait sous notre responsabilité, sous la responsabilité du kibbutz Niram, du kibbutz Nachal-Oz. Nous devons tout faire par nous-mêmes. Et Daniel Tregerman, ce n'est pas une histoire d'une famille qui a vu, qui a passé quelque chose d'atroce et quelques heures après, les familles ont quitté. La famille de Daniel était en train de préparer ses valises comme les autres familles pour quitter Nachal-Oz. Lorsqu'ils ont préparé la valise, entre parenthèses, il est mort lorsque la valise était presque fermée. Les parents, Gila et Doron, devaient quitter le kibbutz. Je pense que pratiquement tous leurs voisins étaient en route. Toutes les voitures, je ne sais pas si vous avez vu cette image, et les voitures qui ont été brûlées étaient toutes des voitures qui étaient prêtes à sortir. C'est-à-dire, cette image-là était une image de famille qui quitte. Pendant qu'on se préparait à quitter, c'est arrivé. On va voir que ce sentiment d'insécurité régit encore la vie de beaucoup d'habitants du sud du pays. On va écouter quelques réactions de ces habitants. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de moments de peur, beaucoup de moments où on a eu peur que ça nous arrive. Parce qu'en quelque sorte, nous sommes de la chair à canon. J'ai peur pour mes petits-enfants, pour moi. J'ai vraiment peur des obus de mortier. J'invite le ministre de la Défense à habiter au kibbutz Ena-Shlosha pendant 5 minutes sous les tirs. Et il pourra me dire si c'est vraiment une routine normale. Moi, je ne peux pas me balader dans un kibbutz où un terroriste pourrait sortir d'un tunnel à tout moment. On nous a dit que l'on pouvait rentrer chez nous. On nous a dit qu'on pouvait revenir à une routine normale. Et le lendemain matin, de nouveau, des tirs incessants. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça ? Avi Kadosh, est-ce que vous considérez que le sentiment d'insécurité et la confiance dans les institutions gouvernementales a gravement chuté depuis le début de l'opération et pendant l'opération ? Malheureusement, oui. Oui. Et je pense que la population aurait accepté des messages du gouvernement disant nous ne sommes pas sûrs des prochaines étapes, alors nous vous proposons de vous éloigner, etc. Mais là, ils les ont autorisés à revenir. Mais les messages si clairs, nous sommes sûrs, vous pouvez revenir, le calme va revenir, revenez au calme, etc. Je pense que c'est un autre genre de responsabilité. C'est une erreur d'appréciation. C'est une erreur d'appréciation qu'on ne peut pas se permettre. Et on peut penser, on peut vouloir, on peut espérer être les plus forts et apparemment nous avons cette force israélienne de motivation et aussi l'armée israélienne est super professionnelle. Mais en fait, je pense que c'était une erreur de faire croire à la population israélienne qui est proche de la bande de Gaza que nous avons face à
à des gens peureux qui tirent, qui ne savent pas ce qu'ils font, et les tirs sont au hasard. Les tirs ne sont pas au hasard, ils savent très très bien où ils tirent. Hier à Nachaloz, nous avons eu en 3-4 minutes 13 roquettes qui nous sont tombées sur place. Je pense que c'était bien placé pour eux. Merci beaucoup Avi Kadosh d'avoir été notre invité. Merci à vous Betsabé Salem. Restez avec nous. On revient dans une dizaine de minutes après le journal. إلى حين تحقق وقف العدوان والاستجابة للمطالب الفلسطينية المقاومة ستستمر في حماية شعبنا الفلسطيني مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. אנחנו הוכחנו בימים האחרונים שאין וגם לא תהיה שום חסינות למי שיורה על אזרחי ישראל. Bon réveil et bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre en cette troisième partie d'édition spéciale, toujours sur i24 News. Ils sont des centaines de Gazaouis à passer à la frontière d'Erez pour se faire soigner en Israël. Mais au cours de l'opération, le point de passage d'Erez a été fermé à plusieurs reprises, empêchant ainsi ces centaines de Gazaouis de se rendre de l'autre côté de la frontière et d'obtenir les aides dont ils ont besoin. Un reportage signé Mathias Inbar. Il leur faut à peine quelques secondes pour passer en Israël. Ces civils viennent tous de quitter la bande de Gaza, direction l'un des hôpitaux des centres de soins israéliens. Comme eux, 3500 Palestiniens sont passés en Israël pour des raisons humanitaires depuis le 8 juillet dernier. La situation à Gaza est très mauvaise. Il y a des attaques en permanence, beaucoup de destruction. On ne peut pas vraiment se déplacer. C'était à la limite de l'impossible pour nous d'arriver ici. C'était vraiment difficile. Toute la bande de Gaza est en état de siège. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de destruction. Les gens sont jetés dans la rue. La situation est extrêmement difficile à Gaza. Le point de passage frontalier d'Erez vient d'ouvrir à nouveau. La veille, le ministère de la Défense avait décidé de le fermer. Un obus de mortier s'était écrasé dans un terrain vague. Bilan, 5 blessés, dont un grièvement. Ce qui n'a pas empêché le terminal de fonctionner tout au long de l'opération Bordure Protectrice. Oui, hier, il y a eu une attaque, ce qui ne nous a pas enlevé la possibilité de continuer à travailler. Aujourd'hui, 80 Gazaouis ont pu passer pour des raisons humanitaires. Quelques secondes plus tard, nouvelle alerte, nouvel obus de mortier. C'est à cet endroit, justement, que les civils gazaouis qui viennent de passer la frontière attendent leur chauffeur. Plus de 4000 roquettes et obus de mortier se sont abattus dans cette zone depuis plusieurs semaines, ce qui n'empêche pas ces Gazaouis de parler de paix. Je vais en Israël à la clinique privée d'Asuta à Tel Aviv. Qu'ils nous laissent tranquilles tous. Nous, on veut la paix. C'est donc par ce point de passage d'Erez que les civils gazaouis peuvent rentrer en Israël, direction les hôpitaux et les centres de soins israéliens. Et pour la plupart d'entre eux, ils disent ne pas avoir subi de pression du côté du Hamas. Voilà, j'accueille sur ce plateau Ali Waked, journaliste indépendant et spécialiste du monde arabo-musulman. Bonjour. Bonjour. Et Cyril Amar, on va d'ailleurs commencer avec vous. Au 50e jour de la guerre, le Hamas semble avoir préservé ses capacités de tir, mais les récentes exécutions vous font dire qu'un vent de panique souffle sur l'organisation. Léonore, pour le seul week-end dernier, c'était une véritable chasse aux traîtres qui a été menée par le Hamas. 21 exécutions de Palestiniens soupçonnés par le Hamas de collaborer avec Israël. Et depuis
depuis de sources palestiniennes, on estime que depuis le début de l'opération le 8 juillet dernier, eh bien, ce sont en tout une 60aine de Palestiniens qui auraient été donc exécutés sans aucune forme de procès, dont d'exécutions qualifiées d'extrajudiciaires par Amnesty International, mais aussi par le Centre palestinien des droits de l'homme. Sauf que les précédentes condamnations, eh bien, elles se déroulaient jusque-là à l'abri des regards, dans les échafauds dissimulés dans la bande de Gaza. Et ce qui change cette fois-ci, c'est que les dernières exécutions, celles du week-end dernier, eh bien, elles se sont déroulées tout simplement en place publique, comme celle de ces 6 Gazaouis que l'on voit ici à l'écran et qui ont été tués à l'arme automatique. C'était vendredi dernier, après la prière de l'après-midi. C'était près de la mosquée d'Al-Omari, dans la ville de Gaza. Autre changement, Eleonore, c'est le moment de l'exécution qui n'a pas été choisi au hasard, parce que vous savez que cette purge donc, des 21 Palestiniens a été intervenue après la tentative d'élimination de l'insaisissable Mohamed Def, le chef des brigades El-Qassam, et l'élimination réussie de 3 de ses lieutenants. C'était Raed El-Attar, Mohamed Abou Chamaleh et Mohamed Baroum. Alors pourquoi le Hamas a choisi justement cette fois de rendre publiques ces exécutions? Eh bien parce que tout simplement le Hamas espère que les balles qui ont transpercé le corps de ces Palestiniens eh bien, finiront par ricocher sur les opposants éventuels à son régime, dont les voix se font de plus en plus entendre dans la bande de Gaza, tuer dans l'œuf, si vous voulez, une éventuelle rébellion, crever ses poches de résistance. Et voilà l'objectif donc non avoué de ces exécutions sommaires, parce que la direction du Hamas, eh bien, elle a beau dire qu'elle affiche un front unique, les Palestiniens de Gaza sont unis face à Israël, que la résistance est une et indivisible, eh bien, l'amertume, elle, est de plus en plus palpable, pénurie d'eau, désastre économique, social, humanitaire. Les Gazaouis, on le voit bien sur les images, errent depuis des semaines d'un bâtiment de l'ONU à l'autre sans véritable domicile fixe. Ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est aussi la crainte de voir le Fatah, le frère rival du Fatah en Cisjordanie, eh bien, exploiter cette situation de chaos pour encourager une rébellion dans la bande de Gaza. On peut lire dans la presse palestinienne, celle qui paraît en Cisjordanie, non pas à Gaza, eh bien, on peut lire de plus en plus d'articles qui vantent eh bien, la prospérité, les années fastes de la bande de Gaza lorsqu'elle était sous le contrôle du Fatah, de l'autorité palestinienne, avant qu'elle ne sombre dans le chaos, donc en 2007, après le putsch, après la prise de pouvoir donc du Hamas dans la bande de Gaza. Pour vous, ces signes d'un vent de panique, ces exécutions? À coup sûr, puisque on sait que des agents civils sont dispersés au sein de la population civile à Gaza pour tout simplement rouer de coups tous ceux qui s'aventuraient à émettre des voix dissonantes sur le régime, à pester contre le pouvoir du Hamas. Et puis les opérations ciblées israéliennes qu'on voit se multiplier ces derniers jours et qui visent le haut commandement du Hamas, mais ajouter à ça la colère de l'Égypte qui voit le Hamas refuser d'une semaine à l'autre son offre de trêve, et puis cette saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est envisagée par Israël et par les Nations Unies. Tout ça est à même d'isoler encore un peu plus le Hamas sur la scène internationale. Et le Hamas, oui, panique, même si on l'a vu ce matin encore, il maintient tout à fait ses capacités de tir contre Israël. Merci beaucoup Cyril Amar. On va tout de suite se rendre à nouveau à Ashkelon, là où se trouve notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, on fait le point avec vous des dernières requêtes. Il y a eu une salve de roquettes à partir de 6h30 exactement, et cela prend carrément l'empreinte d'un barreau d'honneur du Hamas, parce qu'on le sait, le groupe islamiste n'a toujours pas effectivement confirmé de manière officielle le cessez-le-feu, l'accord de cessez-le-feu, la nouvelle proposition égyptienne. Mais en attendant, on vit peut-être dans la région les dernières heures de frappes de roquettes et de tirs de représailles de l'armée israélienne. Et voilà pourquoi, nous dit-on dans l'entourage ici des services de sécurité à Ashkelon, le Hamas a lancé plusieurs tirs de roquettes dans les localités voisines de la bande de Gaza, également Ashdod, Ashkelon, mais aussi Tel Aviv. Revenons sur cette proposition, si vous voulez bien, Éléonore. Elle concerne 4 points et 2 points principaux, à savoir l'ouverture des points de passage israéliens. Et vous l'avez vu dans le sujet que vous avez diffusé juste avant, on ne comprend pas, et les Israéliens ne comprennent pas pourquoi le mot d'ouverture des points de passage israéliens est marqué sur cette proposition égyptienne, parce que ces points de passage sont ouverts. Et que celui qui est aujourd'hui fermé et hermétiquement fermé, c'est uniquement le point de passage égyptien de Rafah. Merci beaucoup Mathias Inbar. Je me tourne vers vous, Ali Waked. À votre avis, à quoi tient la réussite de ce cessez-le-feu cette fois ?
On n'est pas sûr que ça va réussir. Éléonore, on est d'un côté très proche d'un accord de cessez-le-feu, mais de l'autre côté, on est très loin. Et ce qui fait la différence, c'est la terminologie. Le Hamas insiste à ce que dans ce document égyptien figure l'expression levée du blocus, alors que les Égyptiens et les Israéliens et la majorité de la délégation palestinienne acceptent la proposition égyptienne qui dit allègement du blocus. Quelle est la différence? Et la levée du blocus signifie la victoire, la grande victoire politique du Hamas, alors que l'allègement du blocus, c'est le retour aux ententes de piliers de défense et de plans durcis. Et donc, le Hamas sera obligé à répondre aux questions des Palestiniens. Pourquoi on a été obligé de rentrer dans ce rang de confrontation si on est revenu à la même état des choses qu'en 2011, voire 2009. Mais il y a une évolution très importante au sein de la délégation palestinienne. Cyril, on en parlé en privé. Le chef de la délégation palestinienne, Azzam El-Ahmad, accuse Khaled Mash'al, le chef du Hamas, d'être le responsable du fait que jusqu'à présent les négociations n'ont pas réussi. Un, pour la terminologie, et deux, pour l'influence extérieure que Khaled Mash'al subit, notamment du Qatar. Justement, qu'en est-il de la force du Hamas aujourd'hui? Où en est-on? Est-ce qu'à l'intérieur de la bande de Gaza, la popularité, la cote de popularité du Hamas est affaiblie ou justement elle s'est renforcée au cours de cette opération? Bon, je ne vais pas rentrer dans les petites résolutions, mais en général, on peut dire que la popularité momentanée du Hamas elle est plus importante qu'elle n'a été avant ce round de confrontation. Cela ne signifie pas que si demain matin, à la bande de Gaza, il y a des élections, que le Hamas va remporter ces élections, parce que quand on est en confrontation, quand on est en guerre, les Palestiniens voient que le Hamas tire encore plus de 100 roquettes et obus mortiers par jour, que le Hamas cible Tel Aviv, que des dizaines, des milliers d'Israéliens ont évacué toutes les communautés israéliennes autour de la bande de Gaza. Et donc, ça, c'est un acquis très important pour le Hamas aux yeux de la population palestinienne. Mais au moment où on passe à la sphère politique, la population palestinienne voit que le Hamas ne présente pas une solution et le Hamas fait partie plutôt du problème que de la solution. Et c'est pour cela que le Hamas se bat. Il va se battre encore jusqu'au bout, jusqu'à où il pense qu'il a pris cet acquis politique de lever du blocus. À mon avis, dans les heures à venir, plus la pression interne palestinienne sur le Hamas, plus le Hamas sera prêt à concéder, à accepter le brouillon égyptien. Mais alors, Cyril Amar, c'est ce qu'on disait justement un petit peu plus tôt, on n'a pas vraiment de moyen de savoir ce que pense la population à l'intérieur de la bande de Gaza. Écoutez, hier, on parlait dans la revue de presse d'hier de ce sondage très instructif qui a été publié par un journal certes pro-Hamas qui paraît à Gaza, le journal Palestine, et qui montrait très clairement que les Gazaouis étaient formellement opposés au désarmement du Hamas. 93% de Gazaouis qui s'opposaient au désarmement du Hamas, mais dans le même temps, des Gazaouis qui sont évidemment lassés par 50 jours de combat, par ces scènes de désolation dans la ville de Gaza, etc., et qui soutiennent très majoritairement également une trêve durable avec Israël. Le Hamas aujourd'hui, comme le disait Ali Ouaked, ne peut pas perdre la face. Il a trop sacrifié de son point de vue pour se permettre de retourner à la table des pourparlers sans réel acquis. Et c'est donc la levée du blocus qui est en jeu. Un petit mot sur Khaled Mash'al. Évidemment, c'est lui qui va décider. C'est lui qui a décidé, visiblement, le 20 août dernier, de faire capoter l'accord de cessez-le-feu avec Israël. Et c'est lui, et bien pourquoi? Parce qu'il est proche de la caisse, il est proche du bailleur de fonds, il est proche de la direction qatari qui, elle, jouera un rôle, on le sait, majeur dans la reconstruction de la bande de Gaza, qui, selon tous les experts, prendrait entre 5 et 10 ans au vu des dégâts laissés par l'armée israélienne. Non, c'est pas évident que le djihad islamique, que lui, dans le quotidien, il est beaucoup plus radical que le Hamas, que le djihad islamique, lui aussi, accepte la proposition égyptienne et menace d'accuser le Hamas de traîner cette situation dans laquelle la population palestinienne subit les raids israéliens. Et reste à voir, est-ce
que le Hamas va sacrifier même son alliance avec le djihad islamique. Pour ses ambitions politiques, pour répondre à ses ambitions, pour suivre ses ambitions politiques. Je ne sais pas si c'est plutôt les ambitions politiques, c'est les calculs politiques du Hamas. Le Hamas qui... Si jamais il n'y a pas d'acquis, le Hamas, politiquement, on a parlé que Netanyahou, selon les sondages israéliens, risque d'être terminé politiquement. Le Hamas, il est dans la même situation exacte de Benjamin. Alors justement, Ali Waked, les dernières élections, c'était en 2006, et c'est des élections qui ont mené le Hamas au pouvoir. Depuis, il n'y a pas eu d'élection. Finalement, quelle légitimité a aujourd'hui Mahmoud Abbas dans les territoires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, puisqu'on parle de remettre Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza? Est-ce qu'il a une légitimité dans la rue palestinienne? On a une situation un peu étrange. À la bande de Gaza, les sondages prouvent que le président palestinien, il est davantage gagnant si jamais il y a des élections. Mais en Cisjordanie, le Fatah, qui n'est pas le Hamas, qui n'est pas au pouvoir, qui est à l'opposition, qui critique l'autorité palestinienne, gagnera davantage qu'il n'a gagné aux élections de 2006. C'est simple, le Hamas en Cisjordanie est l'opposition et à Gaza, c'est le président Abbas qui est à l'opposition. Mais il faut faire attention, Eleonore, à ce que Mahmoud Abbas essaye de faire. Mahmoud Abbas essaye de gagner sa légitimité et en Cisjordanie, mais surtout à la bande de Gaza, avec cette proposition. Ce qu'il a dit, la surprise stratégique qu'il prépare pour Israël, s'adresser au Conseil de sécurité pour imposer à Israël le retrait aux frontières de 1967 et relancer un processus de paix soutenu par la quasi-totalité de la communauté internationale. Dans ce cas-là, Mahmoud Abbas enverra un message à la population gazaoui qu'il est encore le chef de tous les Palestiniens et non pas le chef de la Cisjordanie ou, comme le Hamas aime l'accuser, le maire de la ville de Ramallah. Mahmoud Abbas essaye de s'établir, essaye de se renforcer et de se consolider comme le chef de tous les Palestiniens et de toute la géographie palestinienne. Merci Ali Waked. On attend le discours de Mahmoud Abbas ce soir et les détails de ce plan. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Cyril Amar. Restez avec nous. On revient dans une dizaine de minutes. N'allez nulle part. Quatrième et dernière partie de cette édition spéciale consacrée au 50e jour de l'opération Bordure Protectrice. On commence avec Téhéran qui affirmait dimanche avoir abattu un drone israélien qui tentait de survoler le site nucléaire de Natanz. Côté israélien, aucune confirmation. Un événement qui signe peut-être un regain de tension entre les deux pays. On regarde. Un drone israélien abattu en Iran, c'est en tout cas ce qu'a affirmé Téhéran dimanche. Les gardiens de la Révolution ont annoncé qu'ils avaient repéré le drone de type Hermès grâce au système de surveillance de l'armée. Il aurait ensuite été abattu par un missile sol-air. Des pièces intactes auraient été récupérées. L'appareil aurait également décollé d'un pays tiers, mais Israël n'a fait aucun commentaire pour le moment, même si Téhéran affirme que le but était d'espionner la zone nucléaire de Natanz, la principale centrale d'enrichissement d'uranium du pays, qui accueille près de 16 000 centrifugeuses. Israël avait menacé à plusieurs reprises d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. L'État hébreu récuse en effet le droit à Téhéran d'avoir un programme d'enrichissement d'uranium. Il craint qu'il l'utilise pour fabriquer l'arme atomique, ce que l'Iran a toujours démenti. Le pays a également annoncé ce lundi son intention d'accélérer l'armement des Palestiniens en Cisjordanie. Fin juillet déjà, l'ayatollah Ali Khamenei les avait appelés à poursuivre la lutte armée et à l'étendre à la Cisjordanie. Une mesure de représailles et une volonté d'aider les Palestiniens dans la guerre à Gaza, car l'Iran fournit depuis longtemps aux combattants palestiniens du Hamas et du djihad islamique la technologie nécessaire pour la fabrication de missiles utilisés pour frapper les villes israéliennes depuis l'enclave palestinienne. Voilà, Rudy Saada et Betsabé Salem nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. On commence avec vous, Betsabé. Israël ne voit pas d'un bon œil le réchauffement des relations, si l'on peut dire, entre Washington et Téhéran. On peut même parler d'une potentielle collaboration en vue d'un ennemi commun contre un ennemi commun, l'Irak. Bien sûr. Alors, l'Irak, plutôt l'État islamique, dans le but d'éliminer l'État islamique. Il faut savoir que depuis le 8 août, donc, les frappes américaines ont été nombreuses
nombreuses, 100 frappes américaines, des tirs aériens qui se sont concentrés au nord de l'Irak, mais avec une efficacité qui s'est révélée relative, puisque d'abord en Syrie, l'État islamique gagne du terrain. On l'a vu, le groupe s'est emparé de la base de Tabqa, donc il contrôle désormais toute la région de Raqqa. Et en Irak, le groupe a lancé une énième offensive pour s'attaquer à la principale raffinerie du pays, à Baiji, et surtout ce qui tempère bien sûr ces frappes américaines, en tout cas leur efficacité, c'est que l'État islamique, on le rappelle, a décapité un journaliste américain, James Foley, et menace en plus d'en tuer un deuxième, Steven Sotloff. Du coup, alors d'une part, Washington se demande si peut-être il devrait aussi attaquer en Syrie. Pour l'instant, pas de décision. En outre, Barack Obama a appelé la semaine dernière, je cite, les gouvernements et les peuples du Moyen-Orient à travailler ensemble pour éradiquer ce cancer qu'est l'État islamique. Alors à qui s'adresse-t-il? Bien sûr, Washington a en tête l'Iran, chiite, et donc l'ennemi numéro 1 de l'État islamique. Alors une coopération avait été tout de suite mise de côté. En juin dernier, il y avait eu des discussions en marge de négociations sur le nucléaire, mais on verra bien dans l'avenir proche si une collaboration quand même est possible. Ah, c'est sans doute pour ça que la proposition de collaboration n'est pas venue de Washington, mais de Paris, en tout cas officiellement. Alors déjà, il faut rappeler que l'Irak lui-même a appelé à l'aide par le biais, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, alors justement que le ministre iranien des Affaires étrangères se trouvait il y a quelques jours en Irak. Et effectivement, la France, donc membre du groupe 5+1, qui négocie avec Téhéran dans le cadre du nucléaire, a demandé il y a une petite semaine que tous les pays du Moyen-Orient, mais cette fois-ci en précisant y compris l'Iran, agissent en commun contre ces djihadistes. L'Iran a d'ailleurs confirmé que ces discussions avaient commencé avec certains pays européens dans la lutte contre l'État islamique. Mais attention, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est empressé le lendemain de nier tout lien avec le dossier nucléaire. En gros, il n'attend rien en retour de cette collaboration avec les États européens. Pourtant, il ne démentait pas des rumeurs, mais il démentait une intervention à la télévision d'État de Mohammad Jawad Zarif, donc le chef de la diplomatie iranien, qui a été reprise par l'IRNA, donc l'agence iranienne, donc pas n'importe qui, bien placé pour suivre les sources de près. Zarif y déclarait l'autre partie dans les négociations devrait faire quelque chose en retour. Merci beaucoup, Betsabé Selem. On va justement poursuivre sur cette collaboration entre Washington et Téhéran avec Thierry Coville par téléphone, spécialiste de l'Iran et chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonjour, merci d'être avec nous. Thierry Coville, quel est l'intérêt pour Téhéran de collaborer avec les États-Unis ? Si vous voulez, c'est une question de réalisme. Manifestement, les deux pays ont le même ennemi dans la forme de ces mouvements djihadistes, et notamment ce que les Iraniens appellent Daesh, l'État islamique, qui apparaît comme un danger. Il faut voir que c'est un danger, extrêmement important pour le régime iranien, vu que ce groupe est complètement anti-chiite, dans le sens où il élimine physiquement les chiites. Du côté américain, il y a le sentiment que ce groupe, comme ils l'ont dit, mais ça fait un moment qu'ils le savent, est quasiment pire qu'Al-Qaïda. Donc les deux pays se retrouvent finalement avec le même ennemi. Est-ce que vous pensez que cette coopération aura un impact dans le futur sur le dossier nucléaire iranien ? Justement, à mon avis, toute la stratégie iranienne, je pense que c'est pas qu'une stratégie, c'est de montrer qu'ils sont un État responsable. Donc, il est évident que dans les têtes du côté iranien, quand ils vont négocier sur le nucléaire, il y a aussi une partie de se faire accepter comme un État responsable dans la région et de dire on peut être utile aux Occidentaux dans la lutte contre Daesh, en Syrie, etc. Mais c'est vrai que ce serait une très mauvaise stratégie de poser directement les faits dans la négociation. Moi, je pense de toute façon indirectement le dossier du nucléaire iranien et la participation de l'Iran dans la région, éventuellement du côté des Occidentaux, sont liés, mais ça ne peut pas être, si vous voulez, explicitement décrit dans les négociations sur le nucléaire, qui portent quand même sur des problèmes techniques aussi. Alors justement, revenons aux relations Israël et Iran. Dimanche, Téhéran affirme qu'un drone israélien a été abattu. D'abord, quelle crédibilité on peut apporter à cette information ? Si vous voulez ça, moi je ne suis que spécialiste, je suis économiste. Bon, ça, il faut voir.
J'ai entendu cette information comme vous. Je n'en sais pas plus que vous. Hein. C'est vrai que Allez-y, excusez-moi. Non, je veux dire, est-ce que le rapprochement justement entre l'Iran et les États-Unis peut avoir un impact également sur les relations entre l'Iran et Israël, selon vous? Si vous voulez, oui, mais pas forcément. C'est pas forcément mauvais. Moi, je pense que un premier pas qui est en train d'être tenté par le président Rouhani, c'est quand même lui qui est à l'origine de toutes ces stratégies, c'est de renouer un peu la confiance, et notamment avec les Américains. Il faut voir ce que ça représente en Iran. Hein. C'était quand même une des bases idéologiques du régime, c'était l'anti-américanisme. Donc, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça en Iran. Donc, un des premiers pas, c'est de renouer les relations avec les États-Unis, et donc quelque part avec le camp occidental. Moi, je pense à terme, ça peut être éventuellement bon pour la stabilité régionale, et pourquoi pas, mais ça, ce sera dans le futur pour d'éventuelles relations entre l'Iran et Israël. Mais si vous voulez, un des premiers pas, c'est quand même un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Donc, je pense que ce n'est pas forcément mauvais pour Israël dans le long terme. Merci beaucoup Thierry Coville pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. On va parler à présent d'une autre menace qui pèse sur Israël, c'est le boycott, l'arme des détracteurs de la politique gouvernementale de l'État hébreu. Mais il faut tout de même se rendre compte que 3/4 des fruits et des légumes et des produits laitiers consommés dans les territoires palestiniens proviennent d'Israël même. Il en va de même donc pour les produits laitiers. Ces dernières semaines, diverses campagnes de boycott ont trouvé un écho dans la population. Alors, qui a le plus à y perdre? On regarde ce sujet, signé Anthony Lesme. Le boycott des produits israéliens a gagné les territoires palestiniens. En réaction à l'intervention israélienne qui a causé la mort de centaines de civils gazaouis, les supermarchés ont décidé de pointer la provenance israélienne de leurs produits, voire de les enlever de leurs rayons. Un mouvement en ampleur sans précédent en Cisjordanie depuis la première intifada à la fin des années 80. Nous nous sommes débarrassés de tous les produits israéliens du supermarché. Ils ont été remplacés par des substituts locaux. Afin de mobiliser les Palestiniens, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux et dans les magasins de Cisjordanie. Des applications ont été créées afin que le consommateur ne choisisse pas un produit boycotté et des spots télévisés ont été diffusés. Des militants ont fait le tour des rayons pour recouvrir les produits israéliens d'autocollants proclamant « Boycotter Israël ». Une campagne suivie d'effets à Ramallah. Actuellement, j'ai changé mes habitudes et j'ai cessé d'acheter des produits israéliens à cause de la guerre contre Gaza. Maintenant, nous n'achetons que des produits palestiniens. Ce n'est pas une décision individuelle, je la partage avec ma famille. 75% des fruits et légumes consommés dans les territoires palestiniens viennent d'Israël, tout comme 60% des produits laitiers. Cette dépendance ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais peut s'atténuer au profit du marché local. Les entreprises cisjordaniennes ont d'ailleurs dopé leur production ces dernières semaines. Je peux vous dire que la production de notre usine a augmenté environ de 30 à 40%. Nous avons créé de nouveaux emplois et nous sommes en train de travailler des heures supplémentaires. Après le boycott, je pense que la part palestinienne du marché laitier a dépassé le seuil de 60 à 65%. L'économie israélienne n'est pas encore touchée par cette politique de boycott. Selon le Bureau israélien des statistiques, les exportations vers l'autorité palestinienne représentaient un peu plus de 6% d'un volume total de 12,9 milliards. Toutefois, si le conflit avec Gaza se poursuit, les pressions au boycott pourraient s'intensifier et impacter l'économie de l'État hébreu. Voilà, et c'est l'heure de la revue du web avec vous, Rudy Saada. Rebonjour. Rebonjour. On va parler ce matin des réactions des internautes après les rumeurs de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Oui, c'est un cessez-le-feu espéré du côté de Gaza, comme en témoigne ce tweet de Farah Bakar. Farah Bakar, c'est la tweeteuse de 16 ans avec ses 200 000 abonnés qui se définit elle-même, je cite, comme l'Anne Frank moderne. Alors, elle parle sur son compte d'une rumeur qui court à Gaza d'un cessez-le-feu qui démarrerait aujourd'hui à midi, sauf qu'il semblerait qu'il y ait donc blocage, comme nous le dit l'américain pro-israélien Adam Milstein. Il relaie cet article du journal Haaretz en ligne avec son commentaire. Comme d'habitude, le cessez-le-feu de Gaza attend Khaled Meshal, le chef du Hamas, qui lui vit dans le luxe au Qatar. Une information qui est confirmée par ce tweet de Khaled Abou Tomahe, qui est journaliste à Gaza, qui cite le chef des négociateurs palestiniens Azam Al-Hamed, qui dit que
des doigts cachés, donc ceux de Méchal, avaient fait échouer les efforts de cessez-le-feu précédemment. Côté pro-israélien, on l'a déjà dit, c'est la solution durable qui est attendue par les pro-israéliens et par la population israélienne, des solutions durables qui devraient sortir des négociations du Caire et non pas un simple cessez-le-feu. Arsène Ostrowski invective les États-Unis et l'Union européenne. Il dit ce dont Israël a vraiment besoin, ce n'est pas d'un autre cessez-le-feu, mais d'aide pour les alliés pour vaincre le Hamas. C'était un tweet donc qu'on n'a pas vu. Alors du côté de Gaza, on s'est inspiré cette fois de l'Ice Bucket Challenge pour justement sensibiliser à la cause palestinienne. Oui, c'est une initiative entre autres d'un journaliste palestinien, Aman Al-Houl. Il surfe sur le succès du jeu solidaire dans lequel on ne peut plus y échapper, le jeu solidaire dans lequel on se verse un seau d'eau glacée pour combattre la maladie. D'ailleurs, on a une surprise pour vous. Oui, en fin d'émission, toujours en fin d'émission, ou même après l'émission. Voilà, il avait donc lancé un seau d'eau glacée, on connaît sur l'Ice Bucket Challenge. Alors avec d'autres Gazaouis, il lance une autre version, je vous laisse la découvrir en images. السلام عليكم. عجبتني فكرة سطل المي اللي كل الناس وكل العالم وكل النجوم بدأوا يعملوها ففكرنا نعمل منها نسخة فلسطينية. جينا ندور على سطل مية طبعا صعب جدا يعني سطل المي بهونش على الواحد فينا يكبه لأنه بكفي أسرة تقريبا يوم كامل. ضغطنا على حالنا وقلنا مش مشكلة بعين الله بنضيع سطل المية. اكتشفنا أنه مش ممكن نبرده لأنه ما فيش عندنا كهرباء وثلاجاتنا كلها طافية. لا حنعرف نجيب ثلج ولا حنعرف نبرد المية. فحبينا نعمل نسخة فلسطينية فاكتشفنا أنه بلدنا كلها زي ما أنتم شايفين هيك. مش عاملين الإشي هذا عشان التبرعات لأنه إحنا الحمد لله مش حنطلب تبرعات. الإنسان اللي حب يقدم شغلة يدور كيف بتصل لفلسطين ويحاول يقدمها. اللي ما عندوش يقدم موقف، يحكي كلمة خير، يسجل، خصوصا الناس اللي عندها متابعين أو معجبين، يعني لو كتب كلمة حق دير. طبعا ما فيش عندنا ميه فهذا اللي موجود، هذه الامكانيات اللي عندنا في فلسطين. واحتمال اروح على البيت ما الاقيش ميه اتحمم، يعني لو شفتوني في تقرير بعد هيك وانا مغبر ومعفر حاولوا تسامحوني وحاولوا تتعاطفوا معنا. شكرا كثير لكم. Voilà, cela a été baptisé le Rubble Bucket Challenge, littéralement le challenge du seau de décombres. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de sensibiliser l'opinion mondiale à la situation des Gazaouis. Alors depuis hier, il y a une page Facebook qui a été créée pour réunir tous les Rubble Bucket Challenge du monde. Le mouvement est naissant, il y a 4000 likes pour l'instant sur cette page. Il y a déjà eu d'autres challenges. Oui, il y a eu d'autres challenges et surtout, ils viennent de partout dans le monde et les gens sur cette page, nous dit le site Métro, y voient un acte de résistance plus qu'un acte de sensibilisation à la cause palestinienne. Ces gens utilisent aussi des seaux de pierre et se renversent des seaux de pierre. De sable. Non, c'est du sable. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que les Palestiniens ont l'impression, et cette impression qu'on ne parle jamais de leur cause et essaye, avec les réseaux sociaux, de faire parler énormément de Gaza, alors que dans le monde, c'est un des sujets les plus traités dans les journaux du monde. Mais à l'intérieur de la bande de Gaza, on a cette impression que personne ne prend part pour la cause palestinienne dans le monde. Et les réseaux sociaux sont en train de changer la perception qu'ont les Palestiniens de la manière dont on parle d'eux. Merci beaucoup, Rudy Saada. Merci à vous, Betsabé, Salem, et à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au 50e jour de l'opération Bordure protectrice. Restez avec nous. La suite de vos programmes, c'est dans un instant sur i24 News.